Monsieur Zheng Lunian, bienvenue à Cannes. Merci. Vous avez écrit un livre qui est sorti, je crois, hier, chez l'Harmattan, qui s'appelle « Chine-Occident, le grand malentendu du XXIe siècle » et il n'y a pas de point d'interrogation. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? En fait, c'est mon constat, bien sûr, avec le co-auteur, M. Habert. Depuis les JO 2008, j'ai constaté personnellement que la relation entre la Chine et l'Occident est entrée dans une heure de vérité. C'est-à-dire on avait vécu une période euphorique, et maintenant les cartes sont abattues et on vit la vérité. Et cela est dû justement à cause des malentendus de part et d'autre. Mais ces malentendus, est-ce que vous pourriez, nos amis français, nous expliquer pourquoi nous avons une difficulté, nous Français, à comprendre le mode de pensée chinois, vous qui êtes biculturel? Je pense que il y a beaucoup de raisons, des raisons culturelles, aussi des raisons politiques, des raisons de mauvaise compréhension, des raisons d'ignorance sur mon pays. J'ai l'impression que les jeunes occidentaux, les jeunes Français y compris, connaissent mal la Chine, notamment la vraie Chine, parce que les médias ne décrivent pas toujours la Chine sous un vrai jour. Donc, ce qui est désolant, mais il est grand temps d'y réparer. Oui, mais ma question se passait plus sur le mode de pensée. Par exemple, nous avons un sinologue, M. François Julien, que vous devez connaître, qui a écrit un livre sur les transformations silencieuses pour expliquer le mode de pensée chinois. Vous-même, je vous ai entendu dire que les Chinois, ce qui était important, c'était l'invisible, et que nous, ce qui est important, c'était le visible. Est-ce que vous pourriez expliciter Dans ce livre, justement, j'ai consacré tout un chapitre à ce que j'appelle la boîte noire chinoise, décrite à travers 3 idéogrammes que j'ai choisis. En bref, je pense que la pensée chinoise est différent par rapport à la pensée occidentale, justement dans ce refus du modèle et du logos pour formaliser le monde, alors que les anciens Grecs ont cherché à rendre le monde compréhensible par des modèles. Et les Chinois, nous avons refusé, nous avons préféré comprendre le monde dans toute sa complexité, dans sa mouvance, dans son évolution, ce qui est caractérisé notamment par le taoïsme. Est-ce que l'on pourrait dire que les Grecs ont essayé de répondre au pourquoi et que les Chinois répondent au comment les choses fonctionnent? Tout à fait, tout à fait. Pouvez-vous expliciter cette... En fait, les Chinois ont refusé de comprendre un monde, comment dirais-je, schématisé, parce que les Chinois disent que ce n'est pas possible, puisque le monde à chaque instant évolue, change. Comment on peut comprendre le pourquoi d'un monde aussi complexe? Et donc nous préférons de comprendre chaque instant, chaque moment, pour expliquer comment ça évolue et quelle est la voie globale par laquelle le monde se transforme. Alors, vous êtes de Shanghai, j'y suis allé il y a 4-5 ans. Oui. J'ai été estomaqué. Et je ne sais pas si j'étais admiratif ou effrayé. Je ne sais pas si ce que nous proposent, ce que nous montrent nos amis chinois de Shanghai va être le futur du XXIe siècle ou non. Vous qui êtes de cette ville, qui la voyez se transformer, comment interprétez-vous ce développement et reconnaissez-vous la ville dans laquelle vous avez été élevé et quel est votre sentiment sur son évolution? Et je vous dis très franchement que moi, je me sens très dépaysé dans ma ville natale, tellement elle a été transfigurée en l'espace de 20 ans. Parce qu'il faut savoir que Shanghai s'est développé depuis seulement 20 ans, alors que la Chine s'est développée depuis 30 ans. Et effectivement, Shanghai affiche aujourd'hui une apparence opulente, voire insolente à certains niveaux. Ce que je regrette pour cette ville, c'est que moi, je ne retrouve plus ce raffinement, ce savoir-vivre d'il y a un demi-siècle.
Et parce que à cause d'une rupture. Bon, maintenant à Shanghai, il faut savoir que ce n'est plus les Shanghaïens qui vivent dans les plus beaux quartiers de Shanghai, c'est les gens qui viennent d'ailleurs, donc qui transforment forcément la culture de cette ville. Pour terminer, une dernière question, parce que je ne peux pas laisser passer le plaisir de dire que vous avez été un garde rouge. C'est assez rare d'en avoir un en face. Jamais j'aurais imaginé pouvoir l'interviewer. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement comment de garde rouge vous vous retrouvez maintenant biculturel et conseillant les intérêts chinois et français dans des échanges commerciaux et politiques? Effectivement, beaucoup de jeunes de mon âge ont été entraînés dans ces turbulences politiques. Donc, nombre de gens de mon âge ont été gardes rouges pendant la Révolution culturelle. Mais cela ne voulait pas dire qu'on n'était pas déchiré sur le plan culturel. Parce que moi, je suis d'une famille plutôt réactionnaire, qui était nostalgique de l'avant-révolution. Mais politiquement, on a été, bien sûr, comment dirais-je, éduqué dans la pensée chinoise, dans la pensée de Mao Zedong, mais j'ai gardé toujours dans mon fort intérieur un jardin personnel qui s'est développé au fil des années par la suite. Bien, Monsieur Zheng Lunian, je vous remercie. Merci à vous.